Bonjour à tous. Alors je reprends le chapitre 4 là où nous en étions arrêtés. Je vous rappelle donc rapidement le contexte avant de poursuivre donc ici dans ce grand 3 grand B. On avait vu dans un grand 2 les analyses fondatrices de la structure sociale avec l'analyse de Marx et l'analyse de Weber. Et puis on s'était demandé, puisque ces analyses sont un peu datées, s'il était toujours pertinent de raisonner en termes de classe sociale dans la société contemporaine. Donc on avait bien terminé le grand A avec 4 arguments pour montrer qu'il y aurait un effacement des classes sociales. Je vous invite donc maintenant à noter le grand B, ou un retour des classes sociales si ce n'était pas déjà fait dans votre cours. Je vais donc au fur et à mesure de cette vidéo vous inciter parfois à mettre pause pour lire un document ou faire l'exercice, jouer le jeu, sinon ça n'a que peu d'intérêt. Donc maintenant que vous avez noté ce grand B, je vais reprendre ce que je vous avais dit très rapidement à l'oral à la fin du cours. On va donc étudier ici l'analyse des classes sociales pour commencer selon Pierre Bourdieu. Analyse qui est fondée sur la détention des capitaux, ce qu'on va voir. Et il s'agit d'une approche multidimensionnelle de domination, mais aussi virtuelle. Alors, je vous incite maintenant à lire l'activité numéro 22 que vous avez ici, à la page 21 de votre cours, puis à répondre à la question 44 et 45 qui constituent cette activité-là. Voilà. Donc, vous mettez sur pause et vous réallumez ou vous remettez lecture une fois que vous avez terminé ces exercices. Donc, nous pouvons maintenant corriger cet exercice que voici. Donc, c'était facile, vous l'aurez compris. Le premier capital proposé, c'était bien le capital économique. Celui-ci, le capital culturel. Celui-ci, le capital social. Et les trois se cumulant permettent d'augmenter le capital symbolique. Donc attention ici à utiliser ces termes uniquement pour l'analyse de Bourdieu et dans le cadre de la sociologie. Je sais que sur tout le programme de terminale, on voit beaucoup le terme capital, y compris en économie, donc ne confondez pas tout ça. Alors maintenant, pour ce qui est des exemples. Alors Charlène, qui vient de réussir sa licence de sociologie, cette licence constitue un capital culturel. Le salaire de Mohamed constitue un capital économique pour la réponse B. C'est Fabien qui a trouvé un emploi, mais grâce à un ami de ses parents. L'ami de ses parents constitue un capital social. D. Abdoul qui a acheté un manuel d'économie. Ce manuel d'économie constitue un capital culturel. Et E, le capital, il s'agit d'un capital économique, l'appartement de M. Dupont. F, le prix Goncourt, qui récompense les écrivains les plus talentueux. Moi j'ai eu un petit peu de mal, j'aurais proposé le capital culturel, mais aussi symbolique, parce que ça donne surtout un niveau de prestige, ce type de prix. Voilà. Alors, je vous fais remarquer que c'est la possession de ces capitaux se renforce mutuellement et s'accumule. Je vous propose ici un schéma qui illustre cette idée. Imaginons une famille qui dispose dès le départ d'un capital culturel important. Elle va pouvoir transmettre ce capital culturel à ses enfants, ce qui va permettre d'améliorer leur niveau d'instruction ainsi que leur réussite scolaire, d'accord ? Et ce qui va permettre d'accéder à des œuvres culturelles plus facilement, etc. Mais aussi à des sorties qui vont influencer la formation du couple avec cette idée d'homogamie que j'ai évoquée la dernière fois en cours. On va avoir tendance à choisir son conjoint dans un groupe social proche du nôtre et ainsi renforcer le capital culturel déjà possédé par la famille. Alors, nous allons maintenant passer à l'activité numéro 23. Sur la page 22 du cours, je vous avais donc parlé de cet espace social, avant de partir, formalisé par Bourdieu. Donc voici cet espace social et j'ai oublié dans la consigne, pour remplir le texte à trous en dessous, il faut utiliser les termes différencié, hiérarchisé, horizontal et vertical. Donc vous devez remplir ce texte à trous à l'aide de ces 4 mots. Vous pouvez mettre pause pour faire cet exercice, c'est à vous. Donc, voici la correction de l'exercice.
J'espère que vous voyez bien. Donc, on est bien sur un espace social qui est hiérarchisé, hein, par rapport à l'axe donc vertical, hein, hiérarchisé en fonction du volume global de capital. Donc là, hein, la distribution inégale du capital, elle se fait en quantité. Hein, sur l'axe vertical, c'est la quantité qui compte de capital. Voilà. Mais aussi cet espace social, il est différencié en fonction de la structure du capital détenu par chacun. Sur l'axe horizontal, hein, donc ici plutôt un faible capital culturel mais un fort capital économique, et ici un fort capital culturel et un faible capital économique. Donc là, ici, c'est la qualité hein, finalement du capital qui est mise en jeu sur cet axe horizontal, plus que sa quantité, hein, comme c'était le cas sur l'axe vertical. Donc comme je vous le disais, pardon, je bouge un petit peu mes feuilles. Comme je vous le disais rapidement l'autre jour, Pierre Bourdieu, hein, il classe hein, les individus sur cet espace social en fonction des quantités de capitaux, mais aussi en fonction du style de vie, qui est une notion importante. Donc là, vous allez prendre des notes hein, pour noter cette définition. Alors, je vous l'avais dit, hein, la notion de style de vie, une notion proche de celle de mode de vie, mais qui est peut-être plus spécifique à l'analyse bourdieusienne. On en a déjà parlé hein, du style de vie et du mode de vie. Pourquoi dans l'analyse de Weber, hein, dans l'ordre économique, le style de vie compte aussi hein, dans le classement des individus, puisque il est lié à la notion de niveau de vie. Et le style de vie compte aussi dans l'ordre... dans les groupes de statut, hein, dans l'ordre social, parce qu'il a une influence hein, sur le niveau de prestige. Alors, donc, je vous donne la définition de style de vie. Donc, le style de vie s'oppose à la notion de niveau de vie hein, qui se mesure, alors que le style de vie est une notion plus qualitative qui désigne les manières de vivre, les valeurs et les habitudes de consommation caractéristiques d'un individu ou d'un groupe social. Alors vous pouvez mettre pause et revoir ce que je viens de dire. Je le répète, le style de vie, c'est une notion qualitative qui désigne des manières de vivre, des valeurs, des habitudes de consommation caractéristiques d'un individu ou d'un groupe social. Pour Pierre Bourdieu, donc comme je vous l'ai dit, hein, le style de vie d'un groupe social est en relation étroite avec sa position dans l'espace social. Hein, ainsi, donc, des groupes sociaux qui disposent d'un capital économique très différent, hein, on observera chez ces groupes sociaux des pratiques, hein, des styles de vie aussi très différents. Par exemple, un style de vie très différent entre un contremaître, un technicien, un cadre du privé, une profession libérale. Hein, vous arrivez à imaginer ça. Mais ce que nous dit Pierre Bourdieu aussi, hein, c'est que du coup, il n'y a pas que les quantités totales de capital qui comptent, il y a aussi hein, la qualité du capital. Et par exemple, hein, des personnes qui ont un niveau global de capital à peu près similaire, tels que professeurs du supérieur donc à l'université, ou professions libérales comme des médecins, ou patrons de l'industrie, peuvent avoir des styles de vie très différents. Et là, qu'est-ce qui va entrer en compte? Et bien, du coup, c'est leur niveau de capital culturel. Donc, Pierre Bourdieu, avec cette notion de style de vie, met en avant hein, que ces styles de vie sont perçus comme plus ou moins légitimes dans la société. Donc là, vous prenez des notes hein, sur ce que je dis. Donc, ces styles de vie sont perçus comme plus ou moins légitimes dans la société parce qu'ils sont associés à des catégories sociales hein, qui ont plus ou moins de prestige. Donc, les styles de vie participent hein, au classement des individus dans la hiérarchie de l'espace social. Alors, en conséquence, hein, dans cet espace social que vous avez donc dans l'activité numéro 23, en prenant en compte donc hein, les 4 capitaux tant dans leur quantité hein, que dans leur qualité, mais en prenant aussi en compte le style de vie des individus, Pierre Bourdieu, donc en 1979, hein, dans un livre qui s'appelle La Distinction, met en avant 3 classes sociales principales. Alors je vous invite à prendre 3 stylos de couleurs différentes pour formaliser hein, sur ce graphique les classes sociales. Donc, je vais essayer d'écrire en même temps. Donc vous avez ici, vous allez retrouver en haut hein, de la hiérarchie forcément la classe dominante, donc qui intègre les artistes ici, qui descend
pas jusqu'aux services médico-sociaux, et patron de l'industrie, patron du commerce, profession libérale. Donc attention, pas les cadres moyens de commerce. Donc vous avez ici ce qu'on appelle la classe dominante. Donc vous pouvez noter sur cette activité 23 que l'ensemble de ces groupes sociaux constitue, selon Pierre Bourdieu, la classe dominante. Alors, les petits pointillés, ils ont un intérêt ici. Pourquoi? Parce que vous voyez, on retrouve à la droite de ces pointillés plutôt des groupes sociaux qui ont un capital économique important, mais un capital culturel plus faible. On appelle cette partie-là de la classe dominante la fraction dominante de la classe dominante. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus de capital économique. Et de ce côté-là, on aura donc la fraction dominée de la classe dominante. En gros, eux sont supérieurs à ceux-ci dans la classe dominante. Ensuite, nous allons avoir les classes moyennes. Où sont les classes moyennes? Il faut donc exclure ici ces trois catégories. Donc on passe en dessous de contremaître, en bas. On va jusqu'aux exploitants agricoles. On inclut les cadres du commerce, les cadres moyens. Et on obtient les classes moyennes. D'accord? Les classes moyennes. Alors, ces classes moyennes, encore une fois, les pointillés ont un intérêt. Bourdieu dit ici qu'on aurait plutôt des groupes sociaux qui correspondent aux classes moyennes traditionnelles dans les valeurs, dans les styles de vie. Et ici, les classes moyennes plutôt modernes. D'accord? Donc, vous pouvez faire par exemple des petits éléments hachurés comme ceci et proposer ici les classes moyennes traditionnelles. Et ici des petits ronds. Et proposer les classes moyennes modernes. Vous pouvez rajouter tout en bas de votre graphique, en bas à droite, ils ne sont pas ici, les salariés agricoles. Et donc en entourant les 4 groupes sociaux qu'il reste, nous obtenons en bas les classes populaires. Voici donc les 3 classes sociales mises en avant dans l'analyse de Pierre Bourdieu. Classe dominante, classe moyenne, classe populaire. Alors, par exemple, dans la distinction, donc ça date, on est sur la fin des années 70, on est d'accord, Pierre Bourdieu met en avant la façon dont la classe dominante parvient à se distinguer par une culture légitime, par le bon goût, comme la pratique du golf, jouer du piano, faire des tournois de bridge, aller à l'opéra, déguster du champagne, c'est les exemples qu'il donnait. Alors que les classes populaires pratiquent le football, jouent de l'accordéon, préfèrent la belote, vont au bal public et boivent du vin rouge ordinaire. Donc vous imaginez bien que ces exemples ont évolué. Par exemple, il disait à l'époque, dans les classes populaires, qu'on aimait manger des plats en sauce, etc. Sur les pratiques de consommation alimentaire, les choses ont beaucoup changé. C'est plutôt maintenant les classes moyennes, voire classes dominantes, qui se distinguent en faisant des efforts pour cuisiner. Et les classes populaires, elles, seront plus marquées pour la consommation de produits alimentaires déjà tout prêts, pas très sains pour la santé, etc. Donc les choses, et puis ça me fait penser à l'exemple du foot, je ne sais plus qui m'en a parlé l'autre jour. Peut-être que le foot peut être aujourd'hui une pratique culturelle considérée comme légitime, qui est finalement suffisamment distinguée pour pouvoir se vanter de s'y intéresser, on va dire. Ouais. Alors, passons maintenant à l'activité numéro 24, l'activité bilan sur l'analyse de Bourdieu, que voici. Donc je vous demande dans un premier temps, question 46, pour chaque ligne du tableau, ici, d'entourer les caractéristiques de l'analyse des classes sociales de Pierre Bourdieu. Est-ce que c'est une analyse unidimensionnelle, pluridimensionnelle, multidimensionnelle, réaliste, nominaliste, virtuelle, etc., etc. Et question 47, de justifier votre réponse. Donc, vous pouvez mettre sur pause pour réaliser cet exercice. Voici la correction de l'exercice. Alors,
vous aurez remarqué que j'ai pas été méchante. En fait, j'ai tout mis dans la 3e colonne pour l'analyse de Bourdieu. Pourquoi? Parce que ça permet finalement de se rappeler des caractéristiques de l'analyse. J'espère que vous l'aurez compris. De Marx ici et de Weber ici. Alors, je vous rappelle que l'analyse de Marx est unidimensionnelle. On se rappelle de Baptiste qui nous a dit que la classe sociale est déterminée par la place dans le processus de production. Pour Weber, elle est pluridimensionnelle. Pourquoi? Parce que il n'y a pas que les classes sociales qui, elles, se distinguent dans l'ordre économique. Il y a aussi les groupes de statut, les groupements politiques dans l'ordre social et dans l'ordre politique. Et pourquoi on peut parler d'une analyse multidimensionnelle pour Bourdieu? Eh bien, tout simplement parce que le classement des individus dans l'espace social se fait en fonction de plusieurs dimensions. De la quantité, mais aussi de la qualité des 4 formes de capitaux. Et il se fait ce classement aussi en fonction du style de vie des individus. Donc je vous renvoie au graphique de l'activité 23. Le type d'approche est-il réaliste ou nominaliste? Alors réaliste pour Marx, les classes existent réellement, nominaliste pour Weber, elles ne sont qu'un nom. Ce sera un petit peu un mélange des deux en fait, une analyse de Bourdieu avec une analyse virtuelle des classes sociales. La justification étant la suivante. Les classes sociales sont une construction du sociologue, donc en ça on pourrait qualifier cette analyse de nominaliste, mais à la fois elles peuvent avoir une existence réelle à travers un processus de mobilisation et de représentation de certaines classes sociales, et plus particulièrement de la classe dominante. C'est ce qu'on va voir avec l'activité suivante. Alors, pour ce qui est du rapport entre les classes, je vous rappelle que des conflits qui sont polarisés entre deux classes en lutte manifeste, cette lutte elle existe. Ça c'est l'analyse de Marx, et du coup pour lui la lutte des classes est le moteur de l'histoire. J'ai trouvé depuis l'autre jour un petit schéma pour vous illustrer cette idée qu'avait Marx de la fin du capitalisme. Voici le schéma. Les contradictions du capitalisme qui font que la classe prolétaire, les ouvriers, la classe ouvrière se retrouvent dans une situation d'exploitation, devraient les conduire à une prise de conscience et à s'organiser pour pouvoir se mobiliser au niveau politique, et ceci devrait conduire au renversement du capitalisme. Donc là j'ai fait une petite parenthèse, un petit retour en arrière pour clarifier l'analyse de Karl Marx. Je vous repropose ici une clarification aussi de l'analyse de Weber en termes de conflits. Ces conflits-là de classe peuvent exister dans l'ordre économique, mais ils ne vont pas forcément conduire à une transformation radicale de la société. Ça se joue plutôt en termes de compétition individuelle pour augmenter, pour changer de place dans la hiérarchie économique. Alors, dans l'analyse de Bourdieu, le conflit n'est pas une nécessité, mais il existe bien des rapports de domination et des luttes. Pour lui, la lutte, elle existe, notamment, c'est la justification, pour le contrôle du capital culturel. Et ici, les classes dominantes ont un rôle important à jouer. Elles cherchent à imposer leur modèle culturel, leur vision du monde aux autres classes. Et du coup, elles ont pour cela des pratiques de distinction qui leur permettent de se distinguer. Et comment elles arrivent à légitimer ces pratiques de distinction? Parce qu'elles ont le contrôle des institutions qui produisent ces pratiques, comme l'école ou l'État. Donc voilà pour l'analyse de Pierre Bourdieu. Je vous invite maintenant à lire l'activité numéro 25, vraiment pour comprendre en quoi cette analyse nous permet de montrer que les classes sociales persistent, parce qu'elles continuent d'avoir des pratiques qui leur permettent de se distinguer. Donc vous pouvez mettre pause et lire ce document. Donc je vous fais remarquer que Pierre Bourdieu a travaillé sur ces processus de domination des classes les plus aisées. Et c'est intéressant parce que mes formateurs, quand je préparais les concours, le CAPES, etc., expliquaient à quel point Pierre Bourdieu pouvait finalement être critique envers ces processus de domination et à la fois être quelqu'un de très peu abordable dans ses écrits.
Si vous avez la curiosité d'aller lire les écrits de Bourdieu, apparemment c'est d'une complexité affreuse. Je vous montre pour exemple sa définition de l'habitus que j'avais pris en note pour réviser mes concours. Système de disposition durable et transposable, structure structurée, prédisposée à fonctionner comme des structures structurantes. Comme vous pouvez le voir, hein, des choses difficiles d'accès pour ceux qui disposent de peu de capital culturel. Allez, j'espère que vous avez tout compris. La suite dans une prochaine vidéo.